dispositif militaire sur le terrain avec beaucoup plus de moyens. Ce pourrait être, Christian Maigrelis, par exemple, la mobilisation générale? C'est encore possible, ça? Avec la ligne vierge du décret, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Vous savez qu'il y a un article secret. Bon. Donc on peut aller à 1 million, 2 millions, on peut faire ce qu'on veut. Le tout, c'est de savoir si cette meute, si cette masse de gens apporte un plus à l'armée russe, ce dont je doute beaucoup. Parce que ce sont des gens, c'est des bidasses, quoi. Enfin, c'est du Des gens bidasse. pas formés, enfin comme ceux qui ont été... pas motivés. Ouais. Le grand problème des Russes depuis le début, c'est pas une question d'armement, c'est une question de motivation des soldats. Les soldats russes n'ont jamais été motivés pour aller se battre contre l'Ukraine. Moi, je me souviens toujours de ce tankiste en 91 qui était sur son char devant la Douma et qui disait à quelqu'un qui lui demandait « Mais vous allez tirer ?» Le type lui a répondu « Jamais de la vie. Moi, on m'a appris à tirer contre les ennemis de la patrie, pas contre mes compatriotes. » Eh bien ça, c'est l'état d'esprit de l'armée russe. D'autant qu'on leur a pas du tout dit à Niva qu'ils allaient combattre l'Ukraine et C'est qu'ils allaient envahir l'Ukraine. C'est pas du tout ce qu'on leur a dit. Mais il faut quand même souligner que cette décision de mobilisation dite partielle, qui est en fait générale, est quand même la décision la plus impopulaire prise et annoncée par Poutine en 22 ans de pouvoir. Ouais. Et que finalement, elle a quand même si elle n'a pas mené à des protestations de masse, elle a, à mon sens, quand même entaché de façon irrémédiable les relations entre le lien fondamental entre l'État et l'opinion publique en Russie. Parce que Vladimir Poutine était considéré jusqu'à il n'y a pas si longtemps comme un pôle de stabilité en Russie. Or aujourd'hui, depuis qu'il a déclenché cette guerre, évidemment, ça n'est plus la même chose. Et le peuple russe ne le considère plus comme un élément stable. Il a peur pour lui. Et il a surtout moins de respect pour Vladimir Poutine, surtout les jeunes Russes. Ils ont beaucoup moins de respect que les générations plus âgées. Parce que c'est vrai que ces mobilisations, Ruth, on en a parlé déjà la semaine dernière ensemble, mais c'est 300 000 hommes mobilisés, quand on compte la famille, l'entourage, etc. On arrive plus vite à quelques millions de Russes dont la guerre est rentrée directement dans le foyer, quoi. Bien sûr. Non, la question, je voulais rebondir sur ce que disait Lisan Boudoul depuis Moscou. Il a nommé Poutine un nouveau dirigeant des opérations, justement, qui est quand même celui qui justement a été en Tchétchénie et en Syrie. Ce qu'il a fait comme opération aujourd'hui est très limité par rapport aux horreurs qu'il a déjà faites, mais est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire à s'attaquer aux plus faibles, bombarder les civils et répandre la terreur. Est-ce que c'est ça pourrait être ça, je dirais le virage pour essayer de garder la main en quelque sorte en interne. Je parle à l'intérieur de la Russie, parce que son problème c'est aussi de garder le pouvoir maintenant face à ses rivaux. Donc est-ce que c'est cela qui pourrait recommencer, reproduire avec ce nouveau commandement et cette méthode, bon, qui va susciter évidemment une réaction dure aussi en Occident, à l'OTAN, au G7 demain, et qui par exemple à Paris fait qu'au cours de l'entretien téléphonique entre le président Macron et Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a annoncé qu'il livrerait encore plus d'armes, même si notre ambassadeur a été convoqué la semaine dernière à Moscou, vous vous en souvenez, avec une demande de la part de Moscou de ne plus livrer d'armes à Kiev. Aujourd'hui, il lui a affirmé qu'on continuerait à livrer des armes et au contraire qu'on irait dans son sens. Bon, après, il faut les fabriquer, tout ça, vous connaissez le problème. C'est long. C'est un peu long. Nous aussi, il faut qu'on fasse au maximum. Mais bon, les Allemands ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient livrer dans les jours prochains des dispositifs sol-air dont eux-mêmes ne disposent pas encore complètement, mais qu'ils vont les livrer directement aux Ukrainiens. Donc, en fait, est-ce qu'il ne va pas y avoir une accélération du conflit? Quand Emmanuel Macron dit qu'il y a un changement de nature, les questions qui se posent maintenant dans les chancelleries, c'est est-ce que en fait tout cela ne va pas s'accélérer? On se projetait jusqu'à l'hiver prochain, peut-être de l'année d'après. Est-ce que tout ça ne va pas bouger beaucoup plus vite, notamment à cause des rivalités internes à Moscou même, qui font que Poutine est obligé de bouger et donc de montrer sa faiblesse relative. Sur les rivalités, effectivement, on l'a évoqué pas mal la semaine dernière. On parlait de Prigojine, notamment, qui avait un petit peu des fourmis dans les jambes. Au sujet de ce nouveau général qu'il a nommé Vladimir Poutine, Magali a travaillé son portrait. Et effectivement, alors pour ceux qui ne le connaissaient pas, cet homme s'appelle
Sourovikine. Effectivement, bon, c'est pas un homme qui fait complètement rêver. Je vais vous laisser nous expliquer ça, Magali. Non, on peut même dire qu'il fait tout petit peu peur. Et d'ailleurs, c'est vrai que sa nomination avait été rendue publique samedi. C'est pas un hasard, parce que ça, c'est rarissime. D'habitude, ça se fait plutôt discrètement. Oui, le jour du pont. Ouais, le jour du pont. Donc ça veut dire qu'il y a un signal qui avait été envoyé. Quel signal? Évidemment que les choses allaient se durcir. On le voit d'ailleurs depuis ce matin et cette pluie de bombes. Et de fait, il a une réputation très violente. Voilà comment le décrivent les services de renseignement britanniques. Pendant plus de 30 ans, la carrière de Sourovikine a été entachée d'allégations de corruption et de brutalité impitoyable. Alors, c'est qui précisément cet homme-là? Alors, Sergueï Sourovikine a 55 ans. Il a servi en Afghanistan, en Tchétchénie, en Syrie. Il a été patron de l'armée de l'air. Il a fait de la prison à 2 reprises. Alors l'une pour vol et vente d'armes, l'autre pour avoir tiré sur des manifestants. C'était ici, là, pendant la tentative de coup d'État en 1991. 3 hommes avaient été tués. Il avait finalement été gracié par Boris Eltsine, qui avait estimé qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Mais il s'est surtout fait un nom en 2017, quand il a dirigé les forces russes en Russie. Il est décrit comme celui qui a fait basculer le conflit en faveur de Bachar al-Assad avec des bombardements aveugles, ce dont vous parliez tout à l'heure, faisant de nombreuses victimes parmi les civils. Dans la foulée de cette, on va l'appeler victoire, c'est comme ça que les Russes l'avaient évidemment présenté, regardez, à cette époque-là, c'était fin 2017, il avait été fait héros de la Fédération de Russie. Il a, semble-t-il, gardé ses méthodes en Ukraine. En juin, on va juste le rappeler, il avait été nommé commandant du groupe Sud, et quelques jours plus tard, il avait été accusé d'avoir organisé des frappes contre un immeuble et un camp de vacances à Odessa, causant la mort de 21 civils. C'est donc un homme qui visiblement ne recule devant rien. Et on va juste signaler que cette nomination a été saluée par le groupe de la milice militaire privée Wagner. Effectivement, regardez son patron, comment il en parle. Sourovikine est le commandant le plus compétent de l'armée russe. C'est une figure légendaire. Il est né pour servir fidèlement sa patrie. Voilà la pression sous laquelle est Poutine. En fait, c'est ça, c'est qu'il y répond à la frange très dure, si tant est que ce soit possible. Ça changera quoi que ce soit. Pour moi, j'ai couvert la guerre en Tchétchénie, justement dans 99, 2000, 2001, etc. Là, cette personne dont on parle, effectivement, il a l'air d'avoir une carrière exemplaire, puisqu'il a commencé, vu son âge, il a commencé par l'Afghanistan, vétéran de l'Afghanistan, ensuite la Tchétchénie, ensuite la Syrie, etc. Mais pour justement ceux qui ont couvert la guerre en Tchétchénie, on se demande depuis le début de cette guerre en Ukraine, comment se fait-il que justement les Russes ne sont pas plus brutaux encore, plus violents encore, puisque ce à quoi ils nous ont habitués sur ce petit théâtre d'opération qui évidemment n'a rien à voir avec l'Ukraine, parce que c'était minuscule la Tchétchénie, c'est grand, je le dis toujours, mais comme la région Rhône-Alpes, l'Ukraine c'est 4 fois la France, eh bien on était sous un tapis de bombes, c'était pas les 80 missiles d'aujourd'hui envoyés en une journée à Kiev. Alors pourquoi? Donc on a l'impression d'une certaine retenue de la part. Alors, est-ce que c'est pour avoir des cartouches en plus, pour justement être dans l'action-réaction, faire durer cette guerre? Je ne sais pas. Ils pensaient peut-être effectivement être accueillis avec des fleurs entre les dents. Ça, ils l'ont pensé un certain temps, mais ça fait longtemps maintenant qu'ils ont remarqué que ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christian Maigrelis? Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une certaine retenue. Ça n'est pas du tout la guerre tchétchène. Ça n'est pas du tout la Syrie. Il y a une retenue. Je regardais les trous. Bon, les trous en plein milieu des boulevards, quand même. Donc, on n'a pas forcément visé les immeubles. C'était une démonstration de force. Ça n'était pas un massacre. Il y a eu 11 morts, c'est dommage. Mais il n'y a eu que 11 morts. Non, mais parce que, avec 80 missiles. Oui. Mais pardon, mais c'est parce que plus. l'Ukraine est devenue emblématique, parce que l'Ukraine est devenue non, mais parce que l'Ukraine est devenue parce que l'Ukraine est devenue aussi le centre du monde, symbolique de la résistance aux attaques contre l'Occident de la part de Poutine et la défense des valeurs démocratiques globalement. C'est pas la Tchétchénie qui a mobilisé l'Occident. Et oui, alors évidemment, c'est la lâcheté des Occidentaux, on peut le dire, on voit bien la différence aujourd'hui. Mais dans les discours qui sont tenus aujourd'hui dans les chancelleries occidentales, il y a une idée et une image qui est, aujourd'hui, on doit absolument casser l'idée que les démocraties sont faibles. On doit absolument montrer aux autres hommes forts qui se veulent forts que Poutine, que les démocraties savent se défendre, peuvent se défendre et peuvent s'entraider. Il y a donc, au-delà
au-delà de la guerre en Ukraine, un enjeu mondial et un enjeu civilisationnel de la part de ces pays qui sont attaqués, ce qui fait très différent de la Syrie ou de la Tchétchénie, évidemment. Zelensky l'a tout de suite compris d'ailleurs. Voilà, c'est là-dessus qu'il a... Et c'est pour ça qu'il se retient. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire la même chose. Oui, moi, qui se retient, j'en suis pas persuadé. J'ai tendance à penser que les guerres que vous évoquez, qui sont des guerres effectivement importantes, ce sont quand même des théâtres limités, sur des surfaces limitées, et qui ont été conduites avec un appareil militaire adapté à l'époque. C'est-à-dire, il avait une armée professionnelle, on la connaissait, de 200 000 hommes, et puis il a envoyé quelques milliers d'hommes là-bas, et ça suffisait pour atteindre les buts de guerre qu'il s'était fixé. Ça n'a pas été facile. Hein. Et là, ça n'a pas été facile. Franchement. Mais là, il s'est attaqué à un pays qui est immense, avec des forces totalement insuffisantes. Oui, bien sûr. Et une fois qu'il a consommé son armée conventionnelle, la fine fleur de ce qu'il avait de mieux et qu'il avait engagé en Syrie, en Tchétchénie avec succès, aujourd'hui, il se retrouve quand même... il se retrouve à court de matériel et de munitions. 1300 chars, faut se rendre compte, quand l'armée française a 200 chars, il a perdu 1300 chars. Il a perdu la totalité du corps blindé, je répète presque toujours. Donc vous pensez qu'il est près de la défaite, là? Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Non, parce que c'est un pays de 145 millions d'habitants, il reste des forces résiduelles, et je ne pense pas que moi, je ne suis pas de ceux qui disent que le front va craquer. Je pense que les Ukrainiens peuvent obtenir quelques gains avant l'hiver, mais qu'ensuite le front va se stabiliser, parce qu'il a les moyens de stabiliser le front, et que tant qu'il occupe 15% du territoire, c'est lui le vainqueur. Voilà. Et donc, je pense que ça va durer, ça va durer encore, et que ce sera difficile. Pardon, mais il faut éviter de tirer des courbes qui pensent que ils vont aller jusqu'à la frontière est et que c'est terminé. Il a appelé à l'aide, si j'ose dire, la Biélorussie, puisque c'était le président Loukachenko lui-même qui disait ce matin, ben voilà, on va monter une armée et on va aller aider les Russes, on va l'écouter, et vous me direz ensuite les uns les autres ce que vous en pensez. J'ai déjà dit que les frappes sur le territoire du Bélarus ne sont pas seulement discutées en Ukraine aujourd'hui, mais prévues. L'entraînement en Pologne, en Lituanie et en Ukraine de combattants comprenant des radicaux bélarusses pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans le pays devient une menace directe. En raison de l'escalade aux frontières occidentales de l'État de l'Union, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus. Bon, on est d'accord qu'il cherche une justification, qu'en fait il n'a jamais voulu être co-belligérant, que Vladimir Poutine lui a dit ça serait sympa de vous y mettre vous aussi, et que ces attaques soi-disant sur le sol bélarusse n'ont absolument pas lieu d'être, que ce soit de la Pologne, de la Lituanie ou de l'Ukraine. On est d'accord que c'est... Voilà. En tout cas, c'est nouveau. Il ne nous a pas dit où allait être déployé ce groupement. C'est volontaire, on va sans doute le savoir dans les prochains jours. Mais moi, je pense que autant nous, les Occidentaux, nous ne voulons pas être co-belligérants, autant le Biélorusse veut l'être. Vous pensez qu'il veut l'être? C'est ça, il n'a pas le choix, quoi. Loukachenko a toujours été un vassal de Vladimir Poutine, et il a toujours fait ce que Vladimir Poutine désirait. Donc depuis le départ, vous savez, Loukachenko n'est pas quelqu'un qui est... sa situation en interne en Biélorussie n'est pas extrêmement confortable. N'oublions pas qu'en 2020, donc il y a 2 ans, il y a eu ces grandes manifestations et ça continue à y avoir des oppositions. Et on a assez peu d'idées de ce qui se passe au niveau de la société biélorusse, mais on le sait quand même, beaucoup, comme en Russie, de jeunes sont contre cette guerre. Donc ils marchent sur des œufs. Loukachenko. Mais si Vladimir Poutine souhaite, comme ça a l'air d'être le cas, qu'il s'engage, il le fait. Bien sûr. Sauf que manifestement, ça ne changerait pas grand-chose. Non, alors, c'est de la même façon, la réaction de nos militaires et globalement, enfin, je pense, je me tourne vers vous, je parle sous votre contrôle, il n'y a pas une inquiétude particulière au sens où on n'a pas le sentiment que c'est un apport décisif qui peut être donné par l'armée biélorusse. N'est pas connue pour être une des meilleures du monde. Après, bon, c'est quand même des hommes en plus et tout. Enfin, il ne faut pas minorer, mais enfin, c'est pas considéré comme un. En revanche, c'est toujours symbolique. C'est toujours un appel à des alliés. C'est toujours la reconstitution de l'empire entre guillemets, c'est-à-dire on est avec la Biélorussie, on réouvre encore cela, mais en même temps, il prend, comme vous le dites, il prend des gros risques en interne, Loukachenko. Il y est obligé, il n'avait pas du tout envie d'y aller.
parce que sa société civile bouge beaucoup. Et donc, il y va parce qu'il est obligé, et parce que cette explosion du pont de Crimée, peut-être, change aussi les choses, et il doit sauver la face de Poutine. Alors moi, très exceptionnellement, je pense qu'il n'ira pas. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je ne suis pas dans sa tête. Hein. Oui. Que Loukachenko n'ira pas? Oui, il non, fait semblant. je pense qu'il n'ira pas. Il a une petite armée mal équipée, mal entraînée, avec du matériel de l'époque soviétique. Ça fait moins de 50 000 hommes, 45 000. 45 000 hommes, vous me disiez, c'est un contingent. C'est ridicule parce que ça comprend l'armée de l'air et pas tout. Donc, je pense que et qui est un des principaux soutiens du régime. Oui. Si le truc va se dissoudre dans la guerre en Ukraine, il n'a plus personne. Il lui reste ses forces de police. Et donc je pense que l'agitation est destinée à fixer des troupes à la frontière, des troupes ukrainiennes à la frontière, et que je ne l'imagine pas en train de franchir la frontière avec son maigre corps expéditionnaire qui va se heurter avec des troupes qui sont aguerries depuis 7 mois. Il va se faire étriller dans la foulée. Mais vous êtes d'accord avec ça, Christian Maigrelis? Pardon de cette expression, j'arrive pas à en trouver une autre, mais on pourrait lire aussi cette demande de Vladimir Poutine à Loukachenko de mobiliser son armée, il racle un peu les fonds de tiroir, quoi, non? On est un peu sur... Il y a les deux. On racle les fonds de tiroir d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est quand même très politique, et c'est destiné c'est un message à la terre entière, disant on n'est pas seul, maintenant on est deux. Et vous voyez, l'Union soviétique, ça a existé, ça existera de nouveau. Il ne faut quand même pas oublier, le plan à long terme, le millénaire de Poutine, c'est de restaurer l'Union soviétique. Quand il a dit ça l'autre jour en face du président du Kazakhstan, le président du Kazakhstan, il est rentré chez lui en disant « Oh là là là, ça va mal, il va falloir qu'on se prépare. Qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper au... » Il a appelé Pékin, il leur a dit « Attention, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas être pas loin parce que... » Oui, et puis Pékin l'a... Il y a toujours deux guerres. Il y a la guerre militaire sur le terrain, et puis il y a cette guerre symbolique, cette guerre médiatique. Donc là, c'est la guerre médiatique. C'est là la guerre additionnelle qui est la guerre médiatique. C'est peut-être uniquement des mots, bien sûr, si cette armée biélorusse... Je note que les Russes sont stationnés chez eux, ils les aident, ils tirent à partir de la Biélorussie. Ils sont belligérants, de facto. Mais de là à ce que l'armée blindée de Loukachenko franchisse la frontière... Tout ce que vous dites, c'est qu'elle ne fera pas la différence. Je suis le premier à dire que je me suis trompé si ça arrive. Ce que je vois quand même de positif dans tout ça, si je puis dire, s'il y a quelque chose de positif, c'est qu'il n'a pas parlé de bombe atomique. C'est vrai, non, mais ceci dit, il n'a pas parlé de... Mais lui n'a jamais parlé directement de nucléaire, d'ailleurs. Je voudrais juste, avant la fin de cette émission, qu'on écoute une séquence à la télé russe. Vous savez qu'on regarde souvent la télé russe. On avait analysé la semaine dernière le fait qu'effectivement, on avait changé de ton, etc. Une séquence, moi, qui m'a interpellée. Je voudrais que vous me disiez les uns les autres ce que vous en pensez. Écoutez. Il frappe des symboles. Nous devons nous préparer à ce qu'il continue à frapper ces symboles. Notre principal symbole restant est notre président. Il est notre garant et notre fondement. Notre objectif commun est de nous fédérer derrière lui. Que veulent-ils atteindre en frappant ces symboles? Pour nous faire tomber comme si nous n'avions aucun pouvoir? Pardon, mais nous avons un gouvernement en Russie. Nous avons notre président, notre commandant suprême. Et nous aussi, nous avons foi en lui. Et nous le suivrons jusqu'à la fin. Panique à bord. C'est qui celui-là? Panique à bord. C'est ça que ça donne comme impression. Vous disiez tout à l'heure, Anne, que c'était effectivement il était c'est un député, une personnification du pouvoir qui est intéressante. Dans une démocratie, si le président meurt, on en élit un autre. Alors que là, si le président meurt, on a l'impression que tout est terminé. On est quand même devant quelque chose. Le président, c'est Poutine, ça peut pas être quelqu'un d'autre. On évoque la fin. Toute la journée comme ça sur la télévision russe d'État. Enfin, ils évoquent la fin de Poutine quand même. Moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est en même temps la fin de Poutine et en même temps un espoir absolument fou en Poutine. C'est les deux à la fois. C'est complètement débile. Non, c'est une manière de mobiliser en disant attention, il peut être en danger, donc resserrons les rangs autour de lui. Notre dernier symbole encore debout, c'est lui. Et c'est pas la fonction de président, c'est Poutine. Un aveu, c'est pas le président, c'est Poutine. C'est un discours d'un fidèle nazi qui parle de Hitler. D'Adolf Hitler, exactement. Notre Führer. Le régime est devenu complètement nazi.
Le régime russe est devenu complètement... Bon, écoutez, on va voir ce qu'il en ressort. Effectivement, on n'a pas eu le temps d'évoquer le G7 de demain, mais on en parlera demain, parce que donc Volodymyr Zelensky, ce matin, a demandé à Olaf Scholz s'il était possible de réunir un G7 exceptionnel. Ça aura lieu demain, 14h heure française. On suppose que ce sera en visio. Il s'exprimera évidemment à cette occasion-là, Volodymyr Zelensky. Alors, il y a deux choses. Essayer de faire en sorte que l'État russe soit reconnu comme étant un État terroriste. Bon, on a vu tout à l'heure que c'était quand même pas tout à fait bien parti. Et puis, donc peut-être effectivement mettre en place une vraie défense aérienne, comme il le demande depuis longtemps, ou en tout cas la zone d'exclusion. On en parlera plus longuement demain, puisque ça aura lieu pendant cette émission, donc on suivra tout ça. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On laisse la place à David Pujadas qui va revenir donc sur ces nombreuses frappes menées sur le territoire ukrainien, revendiquées quelques heures plus tard par Vladimir Poutine, lui-même en réponse, et c'est lui qui le dit, au pont de Crimée qui a donc été visé samedi dernier. Passez une très bonne soirée, je vous retrouve demain à 15h avec plaisir.